Bon, il y a une avalanche, pour moi le sujet est brûlant parce qu'il y a une avalanche de questions. Ça va être super, là. Votre énergie est différente ce soir. Y a-t-il un rapport entre l'énergie que vous émettez et le sujet de votre conférence? Bon, s'il y a un rapport entre l'énergie que j'émets et le sujet de la conférence. Alors, c'est évident qu'il y a un rapport. Premièrement, quand on émet une forme d'énergie sous forme de connaissance, la parole transporte l'énergie qui permet la compréhension de la parole dans la personne qui reçoit. Alors, ce qui fait qu'évidemment, l'énergie d'un orateur doit être en proportion avec un sujet et surtout avec l'impression que l'énergie veut créer chez l'auditeur. C'est sûr que si à un moment donné, on fait une conférence, ce qui va peut-être un jour arriver sur les forces sataniques, sur les forces lucifériennes, alors l'énergie qui va être émise par l'orateur, par moi-même, sera totalement différente de l'énergie qui peut être émise si on parle de race d'élus ou si on parle de différentes choses. Alors c'est évident que l'énergie émise par un individu dépend de l'énergie qu'il reçoit. L'ajusteur de pensée personnalisé d'un individu qui est en relation avec l'énergie supramentale va déterminer elle-même la dose d'énergie supramentale et de quelle façon cette énergie aura à s'exprimer. Cela veut dire évidemment que cela va déterminer le rayonnement de l'orateur ainsi que sa parole, son flot de parole, l'énergie émise en même temps par la parole et les mots employés pour pouvoir transmettre l'énergie, que l'on appelle la connaissance. Alors, l'énergie de l'orateur est toujours en proportion sous plusieurs formes avec le titre ou le sujet de la conférence. Pour bien des raisons. Il y a 7 initiations. L'élu génétique en fait 3, les supérieurs, et l'élu muté fait les 4 inférieurs. J'aimerais savoir si j'ai bien compris. Alors voilà, il y a 7 degrés d'initiation en rapport avec la 6e race, donc la race du Verseau. L'élu génétique, l'individu qui naît et qui, sans rencontrer un être humain en relation avec l'énergie supramentale, rentre lui-même en relation avec l'énergie supramentale, devra passer par les 7 initiations. Donc, il devra faire la première, la deuxième, celle qu'on a expliquée en ce qui concerne la rencontre avec une autre personne. Il devra découvrir la préscience sans voir le fond des corridors. Il devra faire les 7 initiations et parfaire la 7e. L'élu qui est de ceux, donc des mutants, l'élu qui est de ceux qui auront à muter, qui auront à subir une mutation neurologique pour pouvoir subir une mutation psychologique, ces êtres-là n'auront à faire que les 4 initiations primaires pour pouvoir accéder à cette 6e race du Verseau sans voir la suppression de leur corps physique. Donc, les personnes qui font partie du 2e groupe, les personnes qui sont de la 6e race mutée, les mutants du Verseau, feront donc les 4 premières initiations et les élus génétiques auront à faire les 7 initiations. OK. On revient à la première initiation. Au sujet de la première initiation, qu'en est-il des célibataires, Suzanne? Bon, le célibataire est souvent solidataire. Et puis, l'individu qui est célibataire aura lui aussi à vivre son initiation. L'initiation, le premier degré, donc la première initiation est une initiation qui regarde beaucoup plus le niveau vibratoire de l'astral que le niveau vibratoire du mental. Et l'individu qui aura passé cette première initiation-là devra donc la solutionner à partir de sa vibration mentale. Donc, c'est une initiation qui va être amenée par la vibration astrale pour pouvoir tenter de soumettre le mental à l'astral collectif. Et le mental de l'individu devra donc se déprendre, se débattre pour pouvoir assujettir sa propre astralité à sa propre mentalité. L'individu qui est solitaire, c'est un individu qui est soit de la race du Poisson, soit de la race du Verseau. Il aura lui aussi à vivre la même initiation que celui qui aura rencontré un individu. Maintenant, le temps n'est pas venu à ce qu'il vive cette initiation-là. Donc, chaque chose va venir en son temps et l'individu aura, s'il ne rencontre pas une âme sœur,
disons, qui permettra à sa propre psychologie de tomber en amour avec, il aura un jour un individu qui lui collera au pied, qui sucera son énergie, et malgré elle, elle se verra entourée par les bras d'un autre individu. Le temps n'est peut-être pas venu pour tous les célibataires, le temps va venir à un moment donné, et l'individu aura de toute façon à souffrir la même initiation psychologique que celui qui est en relation intime avec un individu. Et il ne faut pas oublier que la relation intime avec un individu peut se vivre sous forme de relation, excluant la relation sexuelle, entre un être et un animal. Donc, l'individu qui a un chien peut vivre la même initiation que l'individu qui a une femme ou un mari, ou un homme, ou un ami. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une forme d'expressivité de cette initiation-là. Voyez-la sous tous ses aspects. L'être qui est célibataire va vivre aussi cette initiation-là. Il peut la vivre avec sa mère, avec son père, avec son frère, avec sa sœur, dans le sens du contexte de manipulation restrictif d'une relation à deux. Alors évidemment, il faut la voir là où elle est. Tout à l'heure, on a donné une espèce une forme d'expression de la première initiation. Elles ont tous le même genre de travail, le même genre de développement et le même genre d'aboutissement, mais ils peuvent se vivre de différentes manières. Toujours sur la première initiation, mais dans un autre sens, est-ce que tu pourrais être plus explicite à propos de la première initiation dans l'union sans enfant, Norma? Bon, le fait de ne pas avoir d'enfant. Si un individu est relié à une autre personne et qu'ils vivent leur phase d'initiation et qu'ils n'ont pas d'enfant, l'enfant ne fait pas partie de la phase d'initiation. L'enfant est simplement un critère qui obligera l'individu en phase d'initiation à harmoniser sa relation s'il y a des enfants et à l'harmoniser ou à la finir s'il n'y a pas d'enfants. Alors le fait d'avoir des enfants ne fait pas partie de l'initiation. Mais le fait d'en avoir va obliger l'individu, pour réussir son initiation, à réussir sa relation. S'il n'a pas d'enfant, il peut harmoniser sa relation ou se séparer. Mais il ne pourra pas rester relié s'il n'y a pas d'harmonisation. Et s'il a des enfants, il devra s'efforcer de l'harmoniser, sinon il aura encore une fois raté son initiation. Et ce qui va arriver souvent, c'est que les individus en phase de conscientisation vont souvent avoir l'idée de laisser leur famille parce que leur famille ne comprennent pas. Quand je parle de la famille, disons de laisser leur femme ou leur mari et leurs enfants parce que le conjoint ne comprend pas. Donc, ils abandonnent tout ça, ils sacrent leur camp et ils espèrent pouvoir continuer leur conscientisation. Ce n'est pas dans l'abandon d'un problème, un problème qui peut t'apprendre quelque chose, un problème qui peut te transformer lorsqu'il y a des enfants, que l'individu arrive à se parfaire. Par contre, s'il n'y a pas d'enfant, donc s'il n'y a aucune raison énergétique de rester en relation, là, il y a stupidité si la relation persiste. Autre question, est-ce que les Noirs et les Jaunes vont faire partie de la 6e race? Quand l'on parle de la race noire, la race lémurienne, de la race jaune, la race hyperboréenne, on ne parle évidemment pas des vestiges génétiques dans la physiologie humaine, au niveau des cellules de la peau, de la race jaune, la race orientale, de la race noire, la race africaine. Haïtienne, mais les Haïtiens viennent de toute façon de l'Afrique. La race blanche n'est pas déterminée par la couleur de la peau, elle est déterminée par les capacités que son mental a de pouvoir se servir des mémoires pour les appliquer d'une façon efficace dans un événement. Alors, ce qui fait qu'un individu qui a la peau noire et qui a une conception psychologique et mentale, disons, européenne, la race indo-européenne étant la race blanche, donc la 5e race mère, l'individu qui a une peau noire, une peau jaune, une peau rouge, et qui a les facultés mentales de la race blanche, est un individu de race blanche, ésotériquement. Et les individus qui ont une couleur blanche, mais qui n'ont pas le raisonnement de cette finalisation de la 5e race mère, donc qui n'ont pas la capacité raisonnante de la 5e sous-race de la 5e race mère, sont des individus, disons, qui ne font pas partie de ces élus potentiels. Alors, si on regarde la race blanche en Espagne, si on regarde la race blanche aux Indes, qui est une race aryenne terminante, il n'y a plus aucune évolution aux Indes. Hein, il n'y aura il va falloir qu'on détruise les Indes à un moment donné. Quand je dis qu'on détruise, je parle au nom d'énergie, ça ne regarde pas l'être humain.
Alors, ce qui arrive, c'est que la race blanche qui pullule sur la Terre n'est pas la race qui va être celle qui va engendrer la race bleue. La race blanche, c'est une race mentale, c'est une race au niveau neurologique et non pas au niveau cutané. Et elle vit en Amérique du Nord. Les quelques parcelles génétiques qui auront à naître dans d'autres pays, pour des raisons d'énergie vitale et des raisons d'énergie tellurique, auront à faire une migration vers le Québec. Quelles sont ces raisons? Dans la terre sacrée, donc dans la région, disons, du Québec, qui aura à voir naître sur sa surface la sixième race, la race bleue, les individus qui auront à naître sur d'autres continents et sur tous les continents, sur toutes les terres, auront en eux, le schéma génétique de la race tellurique de l'endroit. Autrement dit, toi, tu viens de France. Tu viens d'une région de la France qui a vu un travail, qui a eu à faire un travail ésotérique absolument important et extraordinaire au niveau énergétique. Toi, tu viens au monde là parce que tu as dans ta cellule, dans toute ta corporalité, toutes les affinités telluriques, donc d'énergie vitale, solaire et planétaire de cette région du globe. Et en toi va être imprégnée toute la mémoire intelligente de ce qui s'est passé dans cette région du globe. Toi, tu devras prendre un bateau ou un avion, tu devras migrer vers le Québec à un moment donné pour pouvoir venir, disons, achever ta mutation au Québec. Alors, ce qui fait que des Noirs, de toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les formes de race, on recevra des affinités évolutionnaires pour permettre l'instauration de la race bleue avec intégralement tout ce qui a été intelligent dans les autres races sur tous les endroits géographiques de la planète Terre. Alors, ce qui fait qu'un noir fait partie de la race blanche, un jaune fait partie de la race blanche, et un blanc fait partie de la race blanche, un rouge fait partie de la race blanche, autant qu'un blanc ne fait pas partie de la race blanche. Ce n'est pas une question cutanée. Daniel, quand on prend la partie intellectuelle, tu as des gens que ça prend 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 40 ans, d'autres ne passent jamais au travers de l'intellect. Ils réussissent jamais. Est-ce que ça fait partie d'une initiation, ça? Oui. C'est-à-dire que c'est une initiation poissonique et non pas une initiation du Verseau. Et les individus qui, présentement, sont des mutants potentiels, c'est ceux qui ont un intellect suffisamment développé pour pouvoir, comme tu dis, passer à travers leur intellect en quelques années. Cela veut dire qu'ils ont des intellects capables de cerner toutes les nouveautés technologiques existant sur la planète Terre. Évidemment, il faut que tu en aies connaissance, mais tu as la capacité, si tu es un mutant potentiel, de pouvoir comprendre, de pouvoir cerner tous ces phénomènes-là. Autrement dit, si on prend l'un d'entre vous et qu'on l'oblige à suivre un cours d'électronique très poussé et qu'on le paie pour le suivre, qu'on le nourrit pour le suivre et qu'on lui donne un cours adéquat pour le suivre, d'ici 5 ans, il devra être électronicien. Il a la capacité mentale de le faire. Sinon, il ne fait pas partie de la race potentielle. Du moins, elle est très potentielle, sa race. Bon. Cela veut dire, évidemment, cela ne veut pas dire, du moins, que les individus doivent tous suivre des cours d'électronique. Cela veut simplement dire que l'individu, comme la masse, la majorité du continent nord-américain, si on l'oblige à suivre un cours, il réussit à le suivre, le cours. L'informatique, tous les enfants peuvent l'apprendre, tous les adultes peuvent l'apprendre. Il y en a qui n'ont pas l'énergie de vouloir le faire, mais si tu les obliges, ils vont être capables de l'apprendre. Leur mental est approprié à ça. Ceux qui n'ont pas de mental, donc d'intellect approprié à ça, ceux-là ne pourront pas faire partie des 7 initiations dont je t'ai parlé. Parce que les 7 initiations dont on a parlé sont typiques de la race en mutation. Ce ne sont pas des initiations de la race du poisson. Eux autres en ont eu d'autres initiations. Et ces 7 initiations-là font partie, disons, les 3 initiations supérieures sont une initiation ésotérique et les 4 initiations dont je vous ai parlé au niveau inférieur sont une autre initiation ésotérique. Autrement dit, le Nazaréen qui est passé par plusieurs formes d'initiation dangereuses, les 4 initiations primaires que l'être en mutation va devoir passer et ne sont en fin de compte qu'une seule initiation par laquelle le Nazaréen est passé. Et les 3 initiations supérieures que l'élu génétique va devoir traverser en plus des 4 inférieures ne sont aussi qu'une seule initiation
que le Nazaréen a dû traverser. Mais ils vont être vécus sous cette phase par la race en mutation et par la race génétique des élus. Êtes-vous un élu? Oui. Et la suivante, je ne sais pas si tu vas y répondre. Quels sont les 4 élus reliés à l'énergie supramentale au Québec? De toute façon, ceux-là, je ne les ai pas nommés, c'est parce que je n'avais pas à les nommer. Et deuxièmement, il y en a 2 qui sont présentement connus dans la province de Québec, et ces 2-là, vous les connaissez. Quand on dit qu'une personne est protégée, s'agirait-il d'un ajusteur de pensée ou est-ce différent? Quand un individu est protégé par l'énergie intelligente, et non pas quand un individu est protégé par de l'énergie astrale, ou encore par une forme de protection psychologique qui est adaptée ou qui ne l'est pas, qui est réelle et qui ne l'est pas. Un individu protégé, c'est un individu qui a la capacité de pouvoir remplir un rôle, donc d'être manipulé dans un but donné par l'énergie supramentale. S'il a la capacité d'être manipulé, donc de remplir un rôle dans la transformation évolutive de l'homme, que ce rôle soit mauvais ou bon par rapport à la vision psychologique de l'être humain, l'individu est donc protégé par l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie va s'arranger pour que l'individu garde suffisamment longtemps la vie pour pouvoir accomplir ce que l'énergie veut qu'il accomplisse. Maintenant, une énergie qui protège un individu en voie d'évolution, en voie de mutation, ne le protégera pas continuellement. Autrement dit, si l'individu n'arrive pas à un moment donné à se parfaire suffisamment, donc à bénéficier d'une façon intelligente de la protection de l'énergie et qu'il l'épuise au lieu de vouloir s'en servir, à un moment donné, l'énergie cesse de le protéger parce que l'individu se révèle comme étant un élément non adéquat à remplir le rôle. Alors toi, tu te saoules la gueule, tu prends ton auto, tu t'en vas et tu réussis à éviter 4 accidents à cause que tu t'es endormi au volant, puis en t'endormant, tu as viré ton auto sur le bon sens. Bon, alors l'énergie te protège. Tu es un être qui peut réellement remplir un rôle en conscientisation, mais qui a un problème de par son apprentissage, par son éducation, l'alcoolisme. Alors, l'énergie te protège malgré que tu es alcoolique parce que si tu te débarrasses de l'alcoolisme, tu es un élément absolument parfait pour remplir un rôle. Et le rôle à remplir, la mission à remplir, ce n'est pas l'individu lui-même qui va se le déterminer ou qui va se le donner. Il ne le connaît pas, le rôle. Mais à un moment donné, tu as la connaissance que tu devrais arrêter de boire, tu as une énergisation suffisante pour le faire, mais tu ne le fais pas. Alors, il vient un temps où, dans un accident d'auto, tu meurs, ou tu es handicapé pour le restant de tes jours parce que l'énergie ne te protège plus. Alors, l'énergie, elle protège si c'est intelligent d'être fait, sinon elle t'abandonne simplement au sort que tu décides toi-même de te donner. Tu le décides, disons que tu décides d'être relié à l'énergie manipulatrice de l'astral au lieu d'être relié à l'énergie manipulatrice de l'énergie supramentale. Alors, l'énergie qui protège, protège. Et laissez-moi vous dire qu'elle protège. Mais elle protège surtout l'individu qui comprend la leçon de l'énergie. Vous tentez une action quelconque et ça ne fonctionne pas. Alors vérifiez donc si, en termes de conséquences dans l'avenir, c'est intelligent ce que vous voulez faire. Si ce ne l'est pas et que ça n'a pas fonctionné, n'attendez pas de le répéter 20 fois pour décider de changer. Parce qu'en attendant, l'énergie peut vous abandonner. Et quand on parle de l'énergie qui abandonne, elle n'abandonnera pas au niveau de la connaissance. L'ajusteur de pensée va continuer à fournir l'énergie pour vous aider à comprendre. Mais il ne fournira plus d'énergie, il ne gaspillera plus son énergie à une forme de densification de l'énergie supramentale par l'intermédiaire d'une densification de l'énergie mentale, par l'intermédiaire d'une densification de l'énergie spirituelle de l'astral sous forme d'ange gardien. Elle ne gaspillera plus de son énergie à densifier un ange gardien ou des anges gardiens autour d'un individu qui ne fait qu'épuiser l'énergie sans jamais vouloir en bénéficier. L'ange gardien est une chose qui est non seulement existentielle, mais extrêmement importante dans le développement d'un être humain sur la planète Terre.
Mais l'ange gardien n'enseigne rien. Ce n'est pas la conscience de l'homme, c'est simplement une énergie protectrice, énergie qui peut disparaître ou qui peut être amplifiée selon la compréhension de l'individu par rapport à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, à l'intelligence active ou à l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, la protection disparaît si l'individu ne fait qu'épuiser l'énergie supramentale. Alors, l'énergie supramentale, donc, va continuer à amener une connaissance à l'individu, mais l'individu est de moins en moins ou n'est plus protégé par la densification supralo-mentalo-astrale de l'énergie supramentale sous forme d'ange gardien. Si l'individu, par contre, apprend, comprend, se transforme, il est de plus en plus protégé par ces anges gardiens, qui verront leur nombre accroître. La mutation est-elle contagieuse? Est-ce qu'elle peut être communiquée dans quelles circonstances? La mutation est extrêmement contagieuse chez les individus qui sont voués à recevoir cette maladie. Alors, ce qui fait que si un individu est en mutation, automatiquement, il va servir de radio, il va donc rayonner l'énergie supramentale. Il va rayonner l'énergie supramentale qu'il a reçue d'une personne qui est génétiquement un élu. Rayonnant, automatiquement, il va énergiser les individus qui, en potentiel, sont des individus à être conscientisés. Donc, automatiquement, il va réveiller l'extérieur. Ce qui va être le rôle de cette race d'élus génétiques qui n'aura pas à rayonner par la parole, comme tout à l'heure on a parlé, qui vont rayonner surtout par leur passage. Donc, en passant, ils vont donc rendre malades, disons, par contagion, tous les individus qui sont susceptibles d'être lancés dans une mutation. Les individus mutants vont donc rayonner, ils vont aussi faire partir la mutation chez les individus potentiellement mutants. Alors, ce n'est pas une maladie, mais c'est extrêmement contagieux et cette contagion s'appelle l'amour, au même titre d'ailleurs que la contagion pathologique au niveau physique. Quand un microbe vous aime. Cher Daniel, si une personne a des dons psychiques, doit-elle nécessairement en faire profiter les autres? A-t-elle besoin d'une protection spéciale ou cette protection dans l'astral lui est donnée automatiquement? Être un élu ne signifierait-il pas avoir justement cette permission de communiquer avec l'invisible? Grand merci, un taureau ascendant balance. Alors, si les taureaux, ils les font ça, si les balances, ils vont devoir s'équilibrer. Être en contact, être en relation avec comment on appelle ça, les plans invisibles? Communiquer avec l'invisible. L'invisible, c'est tout ce que l'homme ne voit pas. Et l'homme, ne le voyant pas, il ne peut discerner entre l'invisible qui est bon et l'invisible qui est mauvais. Dans l'invisible qui est bon, on a de l'invisible astral et on a de l'invisible supramental. Et aussi, on a aussi de l'invisible mental. Dans l'invisible qui est malsain, on a de l'invisible astral pour l'instant. Maintenant, l'invisible astral manipule très, très, très bien dans des bons sens, d'une bonne manière les individus jusqu'à temps qu'il les envoie promener dans des mauvais sentiers. Alors, ce qui fait que si une personne a des dons psychiques, elle ne doit pas nécessairement en faire profiter les autres. Le fait d'avoir des dons psychiques dénote simplement que vous êtes réceptif, votre corps, vous-même, à votre naissance, à votre conception, avait été réceptif à une transformation génétique chez vos parents. Alors, cela ne veut pas dire que vous êtes plus évolué. Le fait d'être télépathe, ce n'est pas le titre de la question, mais j'en profite pareil. Le fait d'être télépathe ne dénote pas une évolution. Il dénote simplement que dans la transmission génétique, vous avez reçu la possibilité qui a été développée dans vos ancêtres, la possibilité donc d'être télépathe. Le fait de pouvoir être télékinésiste, faire bouger des objets à distance, ne dénote qu'une transmission génétique, une parcelle de l'évolution génétique qui vous a été donnée parce que vous étiez réceptif à cette chose-là. Qui était réceptif? L'événement de la conception était réceptif et vous en bénéficiez. Au même titre que vous avez le nez de votre arrière-grand-père, alors vous pouvez avoir à un moment donné un nez différent, qui est l'assemblage de tous les nez de nos ancêtres, de vos ancêtres. Mais bien à un moment donné, vous allez être télépathe ou voyant, ou vous allez avoir des dons psychiques qui n'ont pas paru chez les ancêtres, mais qui sont le résultat de l'évolution ancestrale. Donc, il n'y a pas vous n'êtes pas plus évolué parce que vous avez des capacités psychiques.
Doit-on nécessairement? Non. Nécessairement veut dire assujetti à une morale de l'astral qui oblige les individus qui possèdent à donner à ceux qui ne possèdent pas. Et cette morale de l'astral a été construite, évidemment, par ceux qui ne possèdent pas. Pour obliger ceux qui possèdent à leur donner sans qu'eux aient à travailler pour le posséder. Alors, ce qui fait que nécessairement, non. A-t-on besoin d'une protection spéciale ou cette protection dans l'astral lui est-elle donnée automatiquement? Si, évidemment, l'individu manipulé par l'astral, par une forme morale ou hautement spirituelle de l'astral qui encline l'individu à vouloir communiquer ou à vouloir aider par ses dons psychiques, elle reçoit une protection de l'astral spirituel. Automatiquement, elle n'a pas besoin de le demander. Mais la protection de l'astral évolue selon les lois régissant l'astral. Ce qui fait qu'un jour, elle peut être autour de vous et un jour, elle peut être absente. Alors, l'astral ne protège jamais d'une façon sécuritaire l'individu, sauf s'il est dynamisé par l'énergie mentale qui aura été dynamisée au préalable par l'énergie supramentale, donc ce qui va amener, disons, l'apparition, la densification d'un ange gardien ou de plusieurs anges gardiens. Alors, ce qui fait que l'individu qui a des dons psychiques ne doit s'en servir que pour lui-même s'il a la capacité mentale d'interpréter dans quelle région vibratoire ses capacités psychiques vont travailler. L'individu qui est voyant, alors il doit savoir, lui, que les autres n'ont pas cette capacité de voyance parce que les autres n'ont pas non plus la capacité mentale de pouvoir régir la capacité de voyance. Alors, est-ce qu'ils doivent mettre leur voyance au service des autres? Alors, je les laisse réfléchir là-dessus. L'individu qui peut guérir, c'est une faculté psychique, en réalité, c'est une faculté vitale au niveau de l'énergie vitale. Alors, l'individu qui peut guérir, doit-il nécessairement guérir toutes les pathologies? Certaines pathologies sont le résultat d'une évolution chez l'homme, donc elles peuvent lui servir à comprendre des choses. Le guérir, c'est l'empêcher de comprendre et l'assujettir à une dépendance envers le guérisseur. Alors moi, j'ai plus besoin de me tenir en santé. Toi, fois je suis malade, je vais te voir, puis tu me guéris. Bon. Alors, ce qui fait que, encore là, la personne qui peut guérir, ben, je lui laisse à loisir décider si elle doit guérir ou non. Quelle que soit la faculté psychique, si elle n'est pas au service d'une faculté mentale qui est presciente, donc conséquentielle, elle ne devrait, pour être raisonnable, à peu près ne jamais servir. Vous êtes capable de faire une régression d'âge, de fouiller dans vos vies antérieures. Mais en fouillant dans vos vies antérieures, vous allez découvrir des choses. Vous ne connaîtrez jamais la loi qui régit la réincarnation par ce mécanisme. Et ne pas connaître la loi qui régit la réincarnation, c'est se faire berner, d'augmenter son phénomène d'illusion et de dépendance, de manipulation dans l'astral. Parce que vos vies antérieures ne sont pas vos vies antérieures et jamais vous ne pourrez déterminer ou discerner si en faisant une régression d'âge, vous fouillez dans vos vies antérieures ou dans les vies antérieures d'un autre. Parce que l'homme, dans un voyage astral, fouiller dans une vie antérieure, c'est faire un voyage dans les annales akashiques, donc dans les astrales, dans les annales astrales, cela veut dire que vous avez accès à tout ce qui est astral. Et évidemment, vous allez penser que c'est vous. Mais vous ne le savez pas. Alors, ce qui fait que le fait de se servir d'une faculté psychique n'entraîne pas la compréhension des mécanismes ou des lois régissant une faculté psychique. Alors, ce qui fait que le mettre nécessairement au service des autres, je vous laisse réfléchir là-dessus. Être un élu ne signifie-t-il pas justement avoir cette permission de communiquer avec l'invisible? Alors, être un élu, c'est simplement d'être soit en contact avec l'énergie supramentale, avec les autres énergies, mais qu'est-ce qui détermine le fait d'être un élu? C'est d'être en contact avec l'énergie supramentale et avoir la possibilité de se servir de cette énergie supramentale pour opérer une mutation neurologique dans le corps. Ou d'être un élu génétique qui vient au monde avec déjà à la naissance cette transformation neurologique qui le met immédiatement ou dans sa phase d'évolution infantile ou adolescente avec l'énergie supramentale. Là, seuls sont les élus de la 6e race. Et évidemment, une personne qui est voyant ou qui est prophète ou qui fouille dans l'astral peut trouver d'autres critères à l'électorat de la 6e race. Un élu, c'est quelqu'un
qui prie Dieu. Un élu, c'est quelqu'un qui fait le bien et c'est quelqu'un qui essaie de faire aux autres ce qu'il aimerait que les autres lui fassent. Un élu, c'est quelqu'un qui suit certains commandements, en l'occurrence, aime les autres comme toi-même, et essaie donc de donner aux autres ce que toi tu aimerais recevoir. Mais ces élus-là sont des élus qui vont pouvoir effectivement être appelés élus et ils vont pouvoir passer de la 4e race mère à la 5e race mère. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le passage de la 5e passage de la 5e à la 6e et non pas de la 4e à la 5e. Alors, ce qui fait que d'aller fouiller dans l'astral pour savoir quel est l'élu, cela veut dire fouiller dans les mémoires puis découvrir ce que devait être l'élu de la race atlantéenne pour pouvoir accéder à la 5e race, la race blanche. Et ici, votre psychologie s'amuse à dire que, c'est ça l'élu, alors pour passer à la 6e race, il faut que je sois comme ça. Non, vous êtes fait, royalement fait. Le mieux que vous pouvez faire, c'est d'évoluer au coton pour tomber dans la 4e race, puis là, vous allez pouvoir passer à la 5e. 5e qui va être détruite par ceux qui vont passer à la 6e. Alors, le fait de fouiller dans l'Antiquité, dans des traditions, dans l'astral, dans les mémoires, ou dans n'importe quelle forme de spiritualisation pour voir qu'est-ce que sera l'élu, c'est s'évertuer à ne pas faire partie de la race des élus. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé. Et c'est mort. Et on doit laisser le passé vivre avec lui-même. Et on doit s'occuper de vivre avec le présent, avec ce qui est vivant. Ce qui est mort va s'occuper de détruire ce qui est mort. Et ce qui est vivant va s'occuper de rendre vivant ce qui vit. Alors, ce qui fait que l'élu, c'est ce qu'on a déterminé ici ce soir, c'est pas d'autre chose. Et ça ne regarde que l'individu qui est en mutation ou l'individu qui est déjà muté. Question sur la réincarnation. Est-ce possible qu'une personne qui est native du poisson et qui a commencé une certaine conscientisation et qui mourrait puisse se réincarner dans un autre corps qui, lui, serait de la première race des élus? C'est évident. C'est le processus même de la mort. Quand un individu meurt, il ne se réincarne que dans un contexte social lui permettant de pouvoir poursuivre son évolution. Maintenant, l'individu, selon les lois régissant la réincarnation sur le plan planétaire collectif, ce qui est différent de la forme de réincarnation chez la personne qui meurt en initiation, et ce qui est différent de la forme de réincarnation d'un individu en fusion. Parce qu'il y a 3 sortes de réincarnation. Et celles qui régissent la collectivité et la masse, alors l'individu qui est en phase de conscientisation et qui meurt, va évidemment voir son astralité, sa conscience, son ego, sa vitalité, sa forme physique ainsi que sa forme mentale, être digéré par tout ce qui énergétiquement est similaire dans le plan planétaire pour voir la réincarnation de 15, 20, 30, 40 ou 50 individus qui seront pluralitairement représentatifs de tous les individus qui étaient en conscientisation et qui sont morts à un moment donné. Alors, ce qui fait que l'individu, donc, qui se réincarne, va se réincarner dans un ère typiquement construite par les enfants du Verseau, par la première sous-race de la 6e race mère. Alors, ce qui fait que le fait de mourir, c'est pas grave. Le corps meurt, tout le schéma au complet disparaît, selon un processus de réincarnation, disons, qu'on a déjà expliqué dans une conférence, la conférence de la réincarnation, alors c'est pourquoi que je ne veux pas trop revenir dessus. Et l'individu revient évidemment dans un contexte social, dans un contexte mental, j'aurais pu dire religieux ou socio-religieux, mais étant donné que c'est l'ère du Verseau maintenant qui va recevoir les nouveaux réincarnés, ce n'est pas un air astral, c'est un air mental. Donc, il vivra dans un contexte socio-mental qui permettra la continuation de sa conscientisation. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que l'individu qui présentement vit et qui est en conscientisation et qui meurt, et non pas qui se donne la mort, mais qui meurt, quand il va renaître, il ne sera plus en processus de conscientisation selon ce qu'on entend par conscientisation présentement, en vue de l'ère du Verseau, il sera conscientisé. Alors l'individu
qui meurt, mais qui ne se donne pas la mort, est un individu qui va renaître dans un corps qui, lui, le corps, est suffisamment prêt pour recevoir l'énergie supramentale. Donc, au cours de son enfance, il découvrira la conscientisation, il n'aura même pas à passer par les initiations qu'on a parlé, parce que ces initiations-là ne touchent que les êtres humains qui présentement sont en conscientisation, ou les êtres humains qui vivent ou qui vont naître avant l'an 2000, même s'ils sont génétiquement de la race des élus. Alors toi, tu meurs, tu es en conscientisation, tu meurs parce que les événements ont fait que tu avais à mourir, et non pas parce que tu as manqué une des initiations d'ordre astral, d'ordre psychologique, ton mental n'a pas su résister à la dépression, à la perdition de l'astral, et ce qui a fait en sorte que tu te suicides. Si tu meurs dans un contexte normal, au niveau d'évolution, tu renaîtras dans quelques 50 ans, par exemple, dans un cadre construit par la race des élus, et évidemment, le corps qui te sera donné sera un corps qui sera 10 à 20 fois plus évolué que celui que tu as présentement, un corps qui aura le système nerveux, neurologique, pour être immédiatement baigné d'énergie supramentale, un corps qui, à sa naissance, se verra doté d'un ajusteur de pensée. Bref, tout ce que tu n'as pas et que tu recherches, tu l'auras à ta naissance. Mais si tu te suicides, tu risques de renaître parmi les enfants qui auront à venir au monde lors des prochains conflits. Et, évidemment, tu auras à parfaire ce que tu as commencé à l'intérieur de, disons que s'il y a un apocalypse, alors naître en plein milieu d'une guerre ou de cataclysme, évidemment, ça suggère certains problèmes pour la mère et évidemment pour l'enfant. Alors, ce qui fait que les individus auront donc à parfaire certaines choses. Pourquoi? C'est exactement c'est un mécanisme normal d'intelligence, disons, que je vais expliquer d'une façon assez terre-à-terre, mais c'est le même mécanisme, beaucoup plus évolué, qui pousse l'armée à fusiller les déserteurs. Pour gagner une guerre, on a besoin de soldats. Si tout le monde déserte, on perd la guerre. Pour obliger les soldats à rester, ils ont peur de la mort. Ils vont donc se sauver pour ne pas mourir, tu les tues s'ils se sauvent. Si tu les tues s'ils se sauvent, ils vont donc comprendre qu'en se battant, ils ont au moins une chance de ne pas se faire tuer. Plus de chances que s'ils désertent. Donc, ils ne désertent pas, donc ils vont constituer ton armée, donc tu risques de gagner la guerre avec ton armée. C'est pour ça qu'on va fusiller les déserteurs en conflit. Au niveau de l'évolution, ceux qui auront à se suicider, donc les déserteurs, ceux-là auront donc à revenir et ils seront à leur naissance, mais ils auront à apprendre énormément, puis plusieurs choses qu'ils vont savoir, qu'ils ont déjà accompli des choses qui n'étaient pas catholiques, dans le sens ésotérique, si on peut dire. Alors, ce qui fait que l'individu, donc, qui se donne la mort, c'est un individu qui est assujetti à venir remplir, à venir finaliser une perfection, on pourrait presque dire une destruction de l'astral. L'énergie intelligente va se servir de tous les individus qui vont déserter, donc de ceux qui vont se donner la mort, pour les ramener dans la vie, pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir amener l'âge de fer à son plus bas niveau. Donc, ça va être les individus qui vont être les martyrs de la finalisation du poisson. Ceux qui vont naître en pleine guerre, ceux qui vont vivre dans la dégueulasserie totale et complète. Présentement, à la télévision, et de plus en plus, j'en ai déjà parlé, puis on peut encore de plus en plus le voir, on assiste de plus en plus à des scènes qui, justement, amènent la psychologie de l'être humain qui est manipulé dans une phase de plus en plus basse. Si on regarde, de toute façon, presque toutes les semaines, on peut citer des exemples maintenant. Si on regarde simplement aux Indes, le détournement d'avion, où ce que justement on assassine devant la caméra de télévision, des choses qui n'ont jamais été faites. Alors, c'est de plus en plus, le public collectif va pouvoir voir des choses comme ça, jusqu'à un moment donné où ce qu'il va pouvoir non seulement le voir, mais le sentir et le toucher, parce que ça va être devant lui que ça va se passer, ou encore il va y être directement impliqué. Alors, les déserteurs, et ce phénomène-là est extrêmement important, même s'il est assujetti au contrôle des forces involuantes, de l'Agartha entre autres et du Prieuré de Sion, il est extrêmement important pour l'évolution purificatrice de notre astral. Alors, on a besoin d'êtres humains qui devront souffrir comme les Juifs ont dû souffrir, qui devront passer par des phases pour amener une évolution dans la race humaine et en même temps pour pouvoir servir d'initiateur à la race des élus.
Alors, il y a la première, disons, ou la 5e initiation, ou la première initiation supérieure, qui regarde l'élu génétique. Lui devra pouvoir traverser ces événements-là à travers tous les individus qui auront à souffrir et les pleurs et les grincements de dents. C'est ces individus-là, justement, disons qu'on va avoir un petit retour d'enfer. Et ça va servir d'initiation à ceux qui font partie de la race d'élu génétique. Alors, ce qui fait que si toi tu meurs, disons, d'une belle mort, hein, si la mort c'est beau, tu meurs, disons, d'une belle mort, automatiquement, quand tu vas te réincarner, tu seras évidemment assujetti à plusieurs formes d'énergie similaires à la tienne dans ta réincarnation. Et quand tu vas te réincarner, ou quand ils vont se réincarner dans un individu, automatiquement, il sera placé dans un corps qui sera assujetti à un ajusteur de pensée qui sera, disons, en contact avec l'énergie supramentale. Si tu te donnes la mort, tu vas renaître avant l'an 2000, dans un contexte luciférien, parce que celui qui se donne la mort est manipulé par sa psychologie astrale. Il ne peut donc pas renaître dans un endroit mental, parce que le mental a perdu face à l'astral. Il va donc renaître dans un cadre luciférien, dans un cadre d'évolution, et il servira aux intelligences supérieures pour pouvoir précipiter la guerre, le feu purificateur sur la terre. Il servira donc d'élément parfait pour amener la destruction de la race du poisson, dans lequel il fait intégralement partie, parce qu'il s'est donné la mort dans l'ère du poisson. Donc, c'est là qu'il va avoir à développer, comme on disait tantôt, la 3e initiation, la volonté de vivre malgré ce qui voit autour de lui. Oui, je ne voulais pas en parler, disons que j'en parle pas trop, mais effectivement, la 3e initiation des individus en mutation, c'est ce que tu viens de dire, mais on n'en parlera pas, alors parle-en pas plus. Disons, c'est enregistré, mais enfin, tant pis. Mais l'idée même, c'est qu'ils ont 2 initiations à passer pour l'instant qui sont suffisamment dures. La 3e est trop épeurante. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. OK. Mais ça va être une astuce favorite de l'astral, d'amener certaines personnes à la mort, finalement. Évidemment. Non seulement c'est une astuce favorite de l'astral, mais en plus, ça va être permis par l'intelligence. L'intelligence te protège, tu n'es pas un bon élément, la protection disparaît complètement. Et si tu meurs, tu mourras, c'est parfait. Parce qu'il y a un contingent d'individus utiles et qui devront être nécessairement, disons, massacrés, si on peut dire, pour finaliser l'âge de fer de l'âge de fer, le Kali Yoga, l'ère d'involution planétaire. Alors, ce qui fait que tu seras protégé ou tu seras abandonné. Et l'être humain ne peut pas faire un choix psychologique pour décider s'il est protégé ou abandonné. C'est dans son action, c'est dans ce qu'il va faire qu'il va déterminer s'il y a protection ou s'il y a abus des énergies supramentales. OK. Est-ce que le comte de Saint-Germain a un rôle à jouer dans la race des élus? Si oui, lequel? Ah bon. Oui, évidemment, parce que le comte de Saint-Germain est un élu. Et comme tout élu, il a un rôle à jouer. Maintenant, le comte de Saint-Germain, qui fut l'un des premiers, plus qu'élu de la race lémurienne, après le Nazaréen, le seul plus qu'élu de la race du poisson, évidemment, est le premier élu de la race du Verseau. Le Nazaréen a plusieurs fonctions. Il en a 9 à jouer sur le plan d'évolution de la planète. Dans certaines traditions, on en nomme 7. En réalité, il en a plus que 7. Au niveau de la race des élus, au niveau de l'ère du Verseau, disons que la seule, en plus évidemment des 7 autres connus, la seule, dans le seul rôle, disons, que je peux divulguer, c'est qu'il est celui qui aura comme travail d'instaurer le nouveau système d'éducation pour pouvoir permettre à la collectivité, donc à la masse, de pouvoir atteindre l'ajusteur de pensée collectif. OK. Est-ce que les événements ont un taux vibratoire différent puisqu'ils sont attirés par telle personne plutôt qu'une autre? Bon, l'événement n'est jamais attiré par un individu. Le résultat est le même, mais en réalité, c'est l'individu qui se précipite dans un événement. L'individu crée certaines choses dont il finit par magnétiser, il attire. Encore là, une autre expression de l'amour. Maintenant, tu aimes des choses que tu n'aimes pas dans ta psychologie et tu aimes des choses que tu aimes. C'est-à-dire que tu attires à toi des événements qui te sont négatifs comme des événements qui te sont positifs. Mais quand on dit tu attires à toi,
la réalité, c'est que toi, tu émets une certaine forme de vibration qui va te porter à te déplacer pour vivre des événements en relation avec l'énergie vibratoire que tu émets. Cela veut dire que vous avez sans doute déjà remarqué que le centre de l'universalité, ainsi que moi-même, nous n'avons jamais été dans votre salon. Donc, vous n'avez jamais attiré un événement. Par contre, vous vous êtes déplacé pour rejoindre un événement. Le fait que tu as un accident en auto, tu n'as pas attiré un événement. Parce que pour attirer un événement, il fallait que l'auto que tu as frappé, que lui aussi attire le même événement. Il fallait que tous les automobilistes qui sont bloqués par le trafic, causé par l'accident, attirent le même événement. Il fallait que les agents de la Sûreté du Québec ou d'une police municipale, ainsi que des ambulanciers qui se déplacent vers l'appel, vers le lieu, aient aussi attiré l'événement. Non. Tu émets une vibration et toi, tu te places de par ta vibration, inconsciemment parce que l'homme est manipulé, de façon à pouvoir te déplacer subitement vers l'événement. Alors, si moi je suis sur une ambulance et que je suis à Laval et que j'entends un appel, fusillade dans le centre-ville, et il y a plusieurs mobiles ambulanciers qui se dirigent vers les lieux, moi je n'y suis pas. Et une autre journée, fusillade dans une maison et c'est moi qui est affecté sur l'appel, j'y suis. Alors, il y a des journées où ma vibration a fait en sorte que je me suis rapporté disponible à mon répartiteur à une telle heure plutôt qu'à un autre, ce qui va faire que lui va me placer à un point d'attente plutôt qu'à un autre, parce qu'il y a ce point d'attente-là qui est vide, mais 5 minutes après, il aurait pu être comblé par une ambulance qui se libérait d'un hôpital. Alors, moi, je suis là. Ce qui fait que, automatiquement, une ambulance plus loin part sur un appel. Moi, je suis affecté à ne pas couvrir son territoire. Mais si je me serais rapporté 5 minutes avant ou plus tard, j'aurais été dans une autre région de la ville. Ce qui fait que, allant comme ça va aller, à un moment donné, je vais couvrir des appels qui sont en relation avec mon énergie vibratoire. Je vais avoir un accident sur le métropolitain avec mon ambulance. Mais si je me serais rapporté 5 minutes plus de bonne heure, j'aurais été affecté sur une autre région, j'aurais jamais pris le métropolitain à telle heure, ce qui fait qu'un autre véhicule ambulancier aurait eu l'accident, ou aucun véhicule ambulancier, puis il y aura peut-être, en tout cas, etc. Alors, ce qui fait que toi, tu te déplaces vers les événements, mais les événements ne se déplacent jamais vers toi. Et les événements vont pouvoir être créés s'il y a suffisamment d'individus qui se placent en relation avec une possibilité potentielle d'un événement, et si tous les éléments sont placés et propices à, automatiquement, l'événement s'accomplit. Ce qui fait qu'à un moment donné, certains individus vont devoir se réunir dans les régions du Québec, comme ça s'est fait dans toutes les ères évolutionnaires planétaires. Certains individus doivent se réunir pour pouvoir créer un événement. Créer un événement, obliger une descente d'énergie supplémentaire plus puissante, parce que le temps est venu. Le temps est venu, à un moment donné, dans une région particulière du Québec, il va y avoir une descente plus massive d'énergie supplémentaire qui va réveiller plusieurs, mais qui va réveiller seulement ceux qui seront présents dans l'endroit géographique. Alors, tous les individus en affinité avec cet appel, à un moment donné, vont devoir se déplacer vers l'événement. Et si suffisamment d'individus se déplacent vers l'événement, l'événement aura lieu. S'il n'y a pas suffisamment d'individus, l'événement n'aura pas lieu, même si l'événement était potentiellement possible. Alors donc, on n'est pas attiré, c'est-à-dire qu'on n'attire pas des événements à nous, mais on se déplace vers l'événement. Et ça, tu te déplaces selon tout l'état vibratoire que tu dégages. L'état vibratoire physique peut t'attirer dans un accident d'auto. Tu es malade, tu es fatigué, tu es en train de digérer, tu es sous l'effet de l'alcool, ou etc. L'état vibratoire vital, l'état vibratoire psychologique, donc astral, l'état vibratoire mental, celui qui peut raisonner les choses. Alors, cette relation d'énergie-là va faire en sorte que tu deviennes une dynamo. Mais une dynamo qui attire à lui, mais qui est suffisamment légère pour ne pas réussir à déplacer quelque chose que ce soit. Ce qui fait que tu attires, mais l'événement étant beaucoup plus pesant que toi, l'événement ne se déplace pas vers toi, tu vas te déplacer vers l'événement. Alors l'individu qui vit des événements, c'est un individu qui se garoche tête baissée dans les événements. Et l'individu qui réfléchit avant de prendre son auto, s'il n'est pas en état, ou c'est une grosse tempête de neige, il n'y a pas ses pneus d'été, il n'y a pas ses pneus d'hiver, l'individu qui réfléchit émet donc une énergie mentale autour de lui qui va l'attirer dans une autre forme d'événement que s'il n'aurait pas réfléchi. Donc, il peut éviter un accident. Et tous les phénomènes
disons, de la psychologie mêlée à l'énergie mentale, mêlée à l'énergie vitale et à l'énergie physique, vont faire en sorte que toi, tu vas te précipiter tête baissée dans un événement. C'est une autre, disons, là, c'est une autre définition de la manipulation. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce qui se passe. L'homme s'explique des choses, ce qui l'amène à être indulgent envers lui-même. Est-ce le début de la souffrance, de sa souffrance? Bon, l'être qui est indulgent envers lui-même doit vérifier si son indulgence, elle est mentale ou non. Début de la souffrance, oui, parce que si vous avez suffisamment de potentiel mental pour arriver à savoir qu'une chose que vous faites est bien et qu'une autre chose que vous faites est mal, et que vous êtes indulgent envers vous, donc vous pouvez vous permettre de faire des choses mal, que vous savez mal, alors à la longue, veut pas, cette connaissance va engendrer la création d'un concept dans votre psychologie. Vous allez lentement développer un phénomène de culpabilité envers vous-même, même en étant indulgent. Au niveau souffrance psychologique, ben alors vous vous garochez dedans, encore là, à fond de train. Si vous êtes indulgent, c'est que votre mental s'adapte. Et si votre mental s'adapte, vous êtes en voie de perdition. L'énergie psychologique de l'individu, on l'a déjà vu aussi à une conférence, je me souviens plus laquelle, les états de choc, je crois. Si la psychologie astrale de l'individu ne s'adapte pas à un événement, elle souffre. Il se passe quelque chose, puis vous auriez voulu qu'il se passe d'autres choses. La psychologie de l'astral ne s'adapte pas. Elle va souffrir. Mais l'énergie mentale ne doit jamais s'adapter. Jamais. Si l'énergie mentale ne s'adapte pas, ce qui est réel restera réel et ce qui est illusoire restera illusoire. Et seul le mental peut discerner. Quand on dit que vous devez avoir le discernement entre l'énergie mentale et l'énergie astrale, en réalité, ce qu'on veut qui se développe chez l'être humain, c'est l'énergie mentale tout court. Et l'énergie mentale est la seule chose, la seule faculté qui ne peut pas ou qui ne devrait pas s'adapter. Si elle s'adapte, elle est diplomate. Alors tu me comptes une menterie, mais en fin de compte, ben, je peux toujours la prendre, parce qu'il y a des bribes de vérité dedans, ce qui fait qu'en fin de compte, ben, ça a un peu de sens, ce qui fait que tu es en train de te faire carrément illusionner par le phénomène. Il y a des choses véridiques, prends-les. Tout le reste, c'est pas véridique, rejette-les. Le mental ne doit jamais s'adapter. Tu fais quelque chose pour ta santé qui n'est pas bien, ton mental le sait, il ne doit pas s'adapter. Il doit refuser que l'être humain fasse quelque chose de pas correct. La psychologie doit s'adapter, jamais le mental. Si la psychologie est indulgente pour elle-même, on s'en fout. C'est la base de l'évolution du mental, mais ce n'est pas le processus de l'évolution du mental. Mais si le mental est indulgent pour lui-même, ça, c'est le processus d'involution du mental. Alors, il faut placer l'indulgence où elle doit être. Une autre question sur la crise d'adolescence. Pourrais-tu expliquer la différence entre les deux crises d'adolescence, soit celle conventionnelle et celle dont tu parles tantôt? Ou est-ce que cela est trop individuel pour être expliqué? Merci. Disons que c'est extrêmement individuel, mais si on regarde la crise d'adolescence conventionnelle, disons que comprendront ceux qui pourront ou ceux qui voudront réfléchir, ce serait trop long à expliquer en détail. La crise d'adolescence conventionnelle amène l'individu, l'enfant, à un moment donné, à se libérer de toutes les manipulations dues à sa réincarnation, donc à sa naissance. Donc, il amène à se libérer de toutes les manipulations de l'astral de ses parents. Il amène aussi à se libérer de toute la manipulation ressemblant à l'astral de ses parents. Donc, manipulation des professeurs, la relation astrale des professeurs, de tous ceux qui peuvent avoir une connotation parent, éducateur. Il va abandonner ça pour se relier à une astralité de groupe qui va avec son énergie, donc son âge. Donc, disons, on pourrait dire la génération qui l'a vu naître. L'adolescence conventionnelle va donc se relier à cette forme, il va suivre un genre de mode et il va être manipulé totalement et complètement par l'astral collectif de la masse qui peut s'adapter à cette génération. Alors, si on regarde à un moment donné les modes des jeunes, les coupes de cheveux, la graisse à clous d'un cheveu, je sais plus qu'on appelle ça, après le crime, en tout cas, bon. Tous les phénomènes de vêtements. Si on regarde aujourd'hui, c'est plus du Velcrin qui se met, hein, c'est de l'huile à moteur, puis enfin différentes choses. Alors disons que l'adolescence normale va se relier à un groupe d'astral collectif où il va être manipulé de A à Z.
tout ce qui... Alors, c'est pas nécessaire qu'il ait les cheveux coupés en iroquois, mais il va se relier à un groupe. Alors, il y a différents groupes. Mais tout ce qui est émis par une quelconque extérieure et qui est accepté par un du groupe, tout le groupe va l'accepter. Alors, ce qui fait que si à un moment donné, je me mets des chaînes, ben, à un moment donné, tout le groupe va se mettre des chaînes et tous les autres groupes en affinité vibratoire astrale avec mon groupe vont aussi se porter des chaînes. Si je décide de me promener en auto décapotable, ben, à un moment donné, tu vas avoir plein de jeunes dans la même affinité en auto décapotable et un autre genre de groupe d'une adolescence normale se promène en moto, tu vas avoir plein en moto, etc. L'adolescent qui, lui, est, disons, anormal par rapport à l'ère du poisson, celui qui vivra donc une adolescence différente, non conventionnelle, ne sera jamais assujetti à une collectivité de groupe de ce genre-là. Il sera plutôt un individu à se refouler chez lui-même et à ne pas être assujetti à aucune astralité refoulante non plus. Parce que tu as des groupes qui se refoulent, mais ils sont manipulés au même titre que ceux qui sont motards ou que ceux qui portent certaines modes, ou etc. Bon. Tu as un individu qui est solitaire, mais qui n'est pas dépressif, qui est capable, malgré qu'il est solitaire, de continuer à se développer. Il va pas devenir adulte plus rapidement, non pas en perfection, mais il va donner l'apparence en Christi. Alors lui vit donc une adolescence qui est non conventionnelle, une adolescence de recherche qu'il va faire lui-même, une adolescence où il a besoin très souvent d'être seul, mais quand il est seul, ce n'est pas pour écouter de la musique. Si tu écoutes de la musique, tu es manipulé par l'astral collectif de la communauté qui écoute le même genre de musique. Non, il va être tout seul à travailler sur des choses qui ne vont pas avec un enfant normal. Et évidemment, il est plus intelligent que normalement. Alors, ça serait, disons, le genre d'adolescence non conventionnelle. Normalement, l'enfant qui vit une adolescence non conventionnelle, même s'il n'est pas compris de la société conventionnelle, sera un enfant non violent. Et pas non violent par des concepts, non violent par rayonnement. Et évidemment, c'est un adolescent ou un enfant ou un futur adulte, un préadulte, qui est assujetti à être exploité au maximum par l'extérieur. Un jour, il va le découvrir. Et là, il peut virer dans le dangereux ou dans le correct. Parce qu'on a déjà parlé aussi dans les états de choc de ces enfants-là qui pouvaient être assujettis à devenir ceux qui vont servir de piliers pour empêcher l'évolution et l'instauration de la 6e race, comparativement aux mêmes enfants qui vont devenir les piliers de la 6e race. Présentement, ils peuvent avoir des parents biologiques là, qui sont tout à fait normaux, finalement. C'est-à-dire que des parents, dans leur conscience, qui sont tout à fait normales, dans leur biologie, non, parce qu'ils ont permis l'engendrement d'enfants anormaux, d'enfants évolués. Dans leur psychologie, oui. OK. Une autre question à propos des personnes les 4 personnes que tu as parlé comme antennes, mais pas individualisées, là. Vous semblez assimiler ces antennes à des orateurs, donc à une fonction d'écoute plus ou moins passive. Que reste-t-il du travail sur le corps, sur le souffle, les arts martiaux, etc.? Vous parlez d'intelligence sans mentionner sagesse, et cela m'apparaît trop mécanique. Pourriez-vous développer brièvement? Bon, peut-être temps que tu me la poses. Alors voilà. Les orateurs ne permettent pour l'instant que la diffusion d'énergie supramentale chez les autres. Maintenant, les autres doivent se servir de cette énergie supramentale-là pour pouvoir commencer un travail dans leur corps physique, dans leur vital, dans leur astral, dans leur mental, pour pouvoir arriver à raffiner suffisamment leur corps pour opérer une mutation neurologique, pour arriver à être en relation avec l'ajusteur de pensée collectif. Alors, ce qui fait que ce n'est pas parce qu'un individu passivement assiste. Il n'assiste pas passivement, il est beaucoup plus actif qu'il peut penser, mais dans sa conscience, il est passif. Mais dans la neurologie, dans sa corporalité, il est extrêmement actif. Alors, ce qui fait que l'individu doit se servir de l'énergie pour, après ça, appliquer dans le domaine de la matière tout ce qui doit être appliqué, parce que mentalement, c'est intelligent que ce soit appliqué. C'est pas juste d'écouter l'orateur. C'est la forme de communication de l'énergie supramentale à la collectivité, mais ce n'est pas le seul chemin.
C'est-à-dire que ce n'est pas le seul mécanisme qui va permettre la transformation. C'est le premier. Les autres doivent être absolument opérés. Le travail physique, le travail vital, etc. Alors, ce qui fait que... Et puis pour la sagesse, l'homme sage est un homme intelligent, conséquentiel. Et là, le sage qui répète la sagesse des autres, c'est un sage qui est fou. C'est un sage qui ne veut même pas vérifier. Alors, l'individu qui est intelligent est automatiquement sage. Pourquoi parler de sagesse? OK, merci bien de votre bonne attention. Si vous voulez pas quitter tout de suite, Jacques, je pense qu'il y a un petit mot à vous dire par rapport à Noël.